Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vais passer tout de suite la parole à Isabelle Girard-Potin, qui est vice-présidente Vide Campus pour l'université Grenoble-Alpes. Et je me présente, Marique Louis, je suis maîtresse de conférence à Sciences Po Grenoble et donc c'est moi qui ferai la modération du débat de ce soir en présence donc de Pierre Rosanvallon, que je vous présenterai dans une petite minute. Voilà. Bonsoir à tous. En tant que vice-présidente de la communauté Université Grenoble-Alpes, j'ai le grand plaisir de vous accueillir très nombreux au cœur du campus pour cette conférence d'exception. Je tiens à excuser l'absence du président de la communauté, Patrick Lévy, qui est en déplacement à Shanghai. Quelques mots sur le cycle des conférences d'exception qui existe depuis 2012. Il s'agit 2 à 4 fois par an d'inviter un conférencier de renom pour rencontrer les étudiants, les personnels universitaires, les lycéens et plus généralement tout public intéressé. Cette action s'inscrit pleinement dans la politique de culture et culture scientifique du site et est renforcée par le soutien financier de l'IDEX. Cette année 2017, nous avons eu une grande année avec 4 conférences. Les 2 premières qui sont passées, celle de Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie, et Hiroshi Amano, prix Nobel de physique. Dans les 2 cas, un lien fort a été instauré avec les lycées. Jean-Pierre Sauvage a rencontré 2 classes de première, des lycées Argouges et Mounier. Hiroshi Amano a visité les élèves du lycée Vaucanson et également les étudiants de FELMA, une école de Grenoble-INP. Alors, si on en vient à la conférence de ce soir, elle est un petit peu particulière. En effet, Monsieur Pierre Rosanvallon est notre premier conférencier d'exception dans le champ des sciences humaines et sociales. Et bien sûr, je me félicite de cette ouverture. Le prochain conférencier confirmera d'ailleurs cette ouverture. Il vient du milieu artistique. Il s'agit de Julien Prévieux, détenteur du prix Marcel Duchamp, qui distingue les artistes de la scène française les plus novateurs de leur génération. La conférence est intitulée « Esthétique des statistiques ». Julien Prévieux décrira comment ses œuvres sont inspirées du monde de l'économie, de la politique, des technologies de pointe et de l'industrie culturelle. Donc vous êtes tous invités à la prochaine conférence. Il faut s'inscrire, c'est gratuit, et la conférence aura lieu le 7 décembre à 14 h. Il me reste à remercier vivement tous ceux qui permettent cette conférence, le groupe de travail des conférences d'exception pour l'excellente programmation, les équipes de la Commu et de l'UGA pour la parfaite organisation de l'événement, et bien sûr, je remercie tout particulièrement notre conférencier, Pierre Rosanvallon, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Il nous invite à réfléchir sur nos démocraties, qui sont des constructions sociales fragiles en constante évolution. Nul besoin d'insister sur l'importance de cette réflexion au regard de l'actualité. Et au-delà de l'exercice intellectuel, le débat sur l'histoire et le devenir de nos démocraties est fondamental pour nous permettre à nous, citoyens, de mieux comprendre pour mieux agir. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Eh bien, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir, puisque nous avons donc le plaisir d'accueillir Pierre Rosanvallon pour une conférence consacrée au populisme et à la démocratie au XXIe siècle. Pierre Rosanvallon, vous êtes professeur au Collège de France et vous occupez depuis 2001 la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, trop nombreux pour que je les cite tous, et donc je mentionnerai seulement les 4 derniers qui constituent une somme consacrée aux mutations de la démocratie, la contre-démocratie en 2006, la légitimité démocratique en 2008, la société des égaux en 2014 et votre dernier ouvrage, Le bon gouvernement, en 2015. Pierre Rosanvallon, tous vos ouvrages et toutes les entreprises intellectuelles que vous avez initiées, qu'il s'agisse de la collection La République des idées au seuil, de la revue en ligne La vie des idées, ou encore du Parlement des invisibles et de la collection Raconter la vie, tous ces projets ont en commun d'aborder sous des angles différents la question démocratique. Le terme de question démocratique est ici important, car comme vous l'aviez souligné dans votre leçon inaugurale au Collège de France, l'histoire de la démocratie, selon vous, c'est l'histoire d'une indétermination. C'est un processus qui pose question et qui est constamment remis en question par des expériences
en France comme à l'étranger, dont il n'est pas toujours facile de dire si elles contribuent à une amélioration, à un approfondissement, ou au contraire à une régression de la démocratie. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui d'aborder ce soir la question démocratique sous l'angle du populisme. Pierre Rosanvallon, ce qui fait votre originalité dans le monde universitaire et scientifique, c'est 3 choses. C'est d'abord l'importance que vous accordez à l'histoire dans votre analyse politique et sociologique de la démocratie, et dont nous aurons l'occasion de reparler demain dans le cadre du séminaire Temporalité et politique du laboratoire Pacte, qui sera accueilli par Sciences Po Grenoble. C'est ensuite votre attachement au dialogue entre les disciplines, un dialogue qui s'actualise tous les jours à travers le site internet La Vie des idées. Et cet attachement à l'interdisciplinarité, qui n'est pas toujours évident à mettre en pratique, eh bien, il est au cœur et il fait aussi l'originalité d'une institution comme Sciences Po Grenoble. Et c'est enfin votre souci de porter le débat intellectuel dans la cité, en dehors des arcanes universitaires, au plus près des citoyens et des citoyennes. Et peut-être que parmi vous, certains se rappelleront des forums de la République des idées organisés ici même à Grenoble, à la Maison de la Culture. Et ce souci de rendre accessible autant que de s'imprégner des expériences des autres, eh bien, il nous concerne tous en tant qu'enseignants et chercheurs et membres de la communauté universitaire Grenoble-Alpes. Pierre Rosanvallon, c'est donc au nom de toute cette communauté de recherche et d'enseignement, et tout particulièrement des étudiantes et des étudiants qui sont nombreux ici ce soir, que je vous remercie d'avoir quitté la montagne Sainte-Geneviève pour nous rejoindre dans la capitale des Alpes. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci de cette présentation. D'habitude, quand je donne des conférences, le plus souvent, je suis en situation de parler de livres que je viens de terminer, de les résumer ou de leur donner quelques développements. Là, ce soir, je voudrais vous présenter les éléments d'une réflexion que je suis en train de commencer. Une réflexion que je suis en train de commencer parce que j'ai véritablement le sentiment que nous entrons dans un nouvel âge des démocraties et dans un nouvel âge des problèmes et des tempêtes, même qu'elles sont en train de traverser. Après 1989, tout le monde avait pensé que les démocraties arrivaient au port relativement. Or, aujourd'hui, nous avons le sentiment partout dans le monde que renaissent du sein même des démocraties des mouvements et des formes de régime qui les menacent. Parfois, on a employé l'expression des démocraties illibérales, parce que le suffrage universel, on le voit dans certains pays, voisiner avec des pratiques de plus en plus autoritaires. Et tout le monde peut avoir à l'esprit ce qui se passe à travers la dénomination même de démocratie souveraine dans la Russie de Poutine, ou là, aujourd'hui dans la Turquie d'Erdogan, mais également en Pologne, ou également aussi aux États-Unis, ou également encore en Hongrie. Donc nous voyons bien qu'il y a tout un ensemble de mouvements à l'intérieur des démocraties qui sont des mouvements d'inquiétude et parfois des mouvements de régression. Comment les analyser ? Je crois que la démocratie, elle n'a jamais été achevée. La démocratie, elle a toujours été un projet et un problème. Un grand projet, mais un problème, parce que qui est le peuple ? Comment le rendre souverain ? Comment faire qu'il ne soit pas simplement le roi d'un jour, comme le disait Rousseau, mais qu'en permanence, il puisse prendre la parole, s'exprimer, contrôler les pouvoirs. La démocratie, c'est un ensemble d'attentes et de tâtonnements pour donner une forme et un sens à ces attentes. Et pendant 2 siècles, cette réflexion sur l'achèvement, ou en tout cas la progression de la démocratie, a été liée à une réflexion sur le perfectionnement des élections. Alors comment faire en sorte que des élections fassent que les citoyens soient mieux représentés ? Eh bien, dès le moment de la Révolution française, tout de suite, on voit bien qu'il faut réfléchir aux modalités qui vont permettre d'avoir des élections qui permettent de produire plus de représentation.
Et d'abord, une toute première réflexion, dès le début du XIXe siècle. Comment faire en sorte que la voix de chaque citoyen compte autant? Parce que si vous votez pour quelqu'un qui a été élu, votre voix a pesé. Mais si vous votez pour quelqu'un qui a perdu, vous êtes non représenté d'une certaine façon. Donc il y a eu, dès le début du XIXe siècle, une réflexion sur les conditions dans lesquelles toutes les voix pourraient peser. Et c'est le début de la réflexion sur la proportionnelle. L'idée de la proportionnelle, c'est que chaque voix soit comptée dans des termes où elle puisse peser également. Ce qui veut dire que l'on répartit, d'un certain point de vue, les citoyens en groupes homogènes, reproduisant la structure des partis, par exemple, mais aussi, dans certains pays, comme les États-Unis, reproduisant les frontières des minorités. Un des grands débats américains depuis très longtemps, c'est le découpage des circonscriptions électorales, ce qu'on appelle le districting. Comment faire en sorte que les minorités ne soient pas écrasées en étant dispersées, je dirais, dans des circonscriptions où il ne serait à chaque fois que des petits nombres. Et la Cour suprême américaine a, depuis très longtemps, pris des mesures pour obliger, par exemple, à constituer des circonscriptions où les Noirs soient sûrs, par exemple, d'avoir des représentants et qu'ils ne soient pas exclus de la représentation parce que dispersés dans le reste de la population. Donc cette réflexion a été, dès l'origine, centrale. A été centrale aussi la réflexion sur les conditions dans lesquelles le mandat que représente le vote va pouvoir être suivi de conséquences. Donc au XIXe siècle, on va développer l'idée qu'au fond, il faut rendre publiques les promesses, et solennellement, les promesses de ceux que l'on a élus pour pouvoir ensuite leur demander des comptes. On avait même pensé à un moment à faire en sorte qu'on puisse intenter des procès à ceux qui ne tiennent pas leurs promesses électorales. Ça n'a pas passé la rampe. Mais la question a été posée. De la même façon, a été posée la question de la durée des mandats. Pendant la Révolution française, les mandats parlementaires sont de 1 an seulement. Parce qu'on considérait que des mandats plus longs feraient en sorte que celui qui est le délégué finirait par devenir le propriétaire de sa charge. Et pour éviter cette appropriation, je dirais, de l'énergie électorale, il faut la remettre en jeu très souvent. La durée des mandats a été conçue avec une telle rigueur pendant la Révolution que le président de l'Assemblée changeait toutes les semaines. Évidemment, là, ça rendait difficile le fait d'assurer la continuité. Mais c'était un indicateur de la volonté que l'on avait alors de pouvoir faire en sorte que l'électeur ait des formes de contrôle sur celui qui l'élit. Aux États-Unis, il y a eu un grand débat pour savoir, comme en France, s'il fallait limiter les mandats parlementaires à 1 an. Et au moment de la Constitution américaine, 1787, il était décidé que c'était des mandats de 2 ans. Mais c'était considéré comme un recul conservateur. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les membres de la Chambre des représentants aux États-Unis ne sont élus que pour des mandats de 2 ans. Alors après, et l'actualité, elle est encore proche de nous, c'est de dire qu'il ne suffit pas, comme disait Lamennais, que les électeurs soient des machines à voter. Il faut aussi qu'ils aient leur mot à dire sur les candidats. Donc ça va être la réflexion qui va conduire d'abord à l'organisation de comités électoraux, en 1848 par exemple. En 1848, tous les citoyens étaient appelés 2 fois. Une première fois en comités électoraux pour déterminer une liste de candidats, et ensuite, après, au bureau de vote pour élire ces candidats. Il va y avoir, dans cette même direction, à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, la mise en place des primaires. Et on voit qu'en Europe, même si la formule semble actuellement un peu revenir en arrière, toute une réflexion sur ce contrôle à travers les primaires. Réflexion aussi sur la limitation du nombre de mandats, sur le cumul des mandats. Il y a encore toute une actualité, on pourrait dire, de la technologie électorale pour améliorer la démocratie. Mais ce que l'on voit, c'est qu'au-delà de cette nécessaire et toujours nécessaire amélioration de la technique électorale, entre guillemets, pour réduire le poids de l'argent dans les campagnes électorales, par exemple, il y a tout un ensemble de mécanismes, il y a tout un ensemble de précautions qui sont encore loin d'avoir été explorées dans tous les domaines. Mais on voit un phénomène très nouveau dans les démocraties, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un déclin de la performance démocratique des élections. Les élections, elles avaient 3 grandes fonctions démocratiques.
Elles étaient un instrument pour produire de la représentation de la société. Elles étaient un instrument pour produire de la légitimité des pouvoirs, puisque ces pouvoirs étaient en quelque sorte validés, avaient l'onction du suffrage universel. Et troisièmement, on attendait de l'élection qu'elle ait une fonction de contrôle des élus. Contrôle à travers les mandats, à travers des programmes, etc. Or, sur ces trois points, la fonction de représentation, la fonction de légitimation et la fonction de contrôle, il y a une dégradation structurelle de l'élection. Pour trois raisons. Reprenons chaque point. La capacité de représentation des élections est en train de décliner dramatiquement dans tous les pays. Pour deux raisons. Pour des raisons institutionnelles et pour des raisons sociologiques. Pour des raisons institutionnelles, c'est que la représentation présupposait qu'on puisse représenter la diversité de la société. Et donc cette représentation, elle était conçue à partir de la vision de la forme du Parlement. C'est la fameuse formule qu'avait Mirabeau pendant la Révolution française. Un bon Parlement doit être la reproduction de la société à une échelle réduite. Et donc, on pouvait dire que la société se sentait représentée si le Parlement était l'image de la société. Ce n'était pas toujours le cas, bien sûr, mais aujourd'hui, le pouvoir central, ça n'est plus le Parlement. Le pouvoir central, c'est le pouvoir exécutif. Et une personne n'a pas la capacité de représentation qu'à un groupe. La représentation veut dire organiser, représenter la pluralité, la diversité. Une personne ne représente pas la pluralité. Et en même temps qu'il y a eu ce mouvement de centralisation vers le pouvoir exécutif qui correspond à ce que, banalement, on a appelé la présidentialisation des démocraties, eh bien, on a vu à l'œuvre un grand basculement de la construction politique. Ce basculement de la construction politique, c'est que autant des partis, si je puis dire, classiques, et après on verra pourquoi ces partis se sont érodés, autant des partis politiques classiques, le système politique allait du bas vers le haut. Un parti, il partait de la base, il représentait des intérêts sociaux, il représentait des groupes, il représentait des idées, et puis ce parti, il faisait vivre ses idées à travers des débats, à travers des congrès, à travers la détermination de leaders qui ensuite allaient vers le système politique. Donc la politique, elle allait du haut vers le bas. Quand on entre dans un système présidentiel, la politique, c'est tout autre chose. Elle va du bas, du haut vers le bas. La politique, ça n'est pas la société qui se construit à travers le système politique, c'est au contraire l'offre politique qui détermine tout, c'est-à-dire des leaders qui disent « suivez-moi ». La grande différence qu'il y a entre un monde politique qui est gouverné par des partis et un monde politique qui est gouverné par des mouvements, c'est que les partis, c'est une politique de la demande sociale, on pourrait dire, alors que les mouvements, c'est une politique de l'offre. C'est un leader qui dit « suivez-moi ». Et il est frappant de voir que dans la dernière campagne électorale en France, les trois personnalités les plus marquantes de la campagne ne sont pas issues d'un parti, ne sont pas issues de primaires, c'est-à-dire d'un mouvement de la société, mais au contraire, on fait une offre à la société. On dit « suivez-moi ». Et qu'après, on voit bien qu'il y a toute la discussion qu'il y a actuellement dans ces différents mouvements pour savoir comment ils peuvent se structurer et exister autrement que comme simplement, on pourrait dire, comité de soutien d'une personnalité. Donc il y a ce premier grand bouleversement, passage d'une politique de la demande à une politique de l'offre, qui fait que les conditions de la représentation de la société sont structurellement atrophiées. Mais il y a des raisons sociologiques aussi. Les raisons sociologiques, c'est que lorsque l'on est dans une société qui est clairement une société constituée en classes sociales bien délimitées, en groupes bien identifiés, alors à ce moment-là, les partis trouvent naturellement leur façon de se greffer sur cette réalité de la société. Les premiers grands partis, notamment à gauche, ont été des partis qui sont nés pour exprimer une réalité sociale.
Le Parti travailliste, par exemple, en Angleterre, était le parti de Labour Representation Committee, c'est-à-dire le comité de représentation du travail. Il exprimait politiquement les syndicats. Et naturellement, à ce moment-là, la sociologie des élus, les élus de Labour Party étaient à 95% des ouvriers. Les élus du Parti social-démocrate en Allemagne étaient à 90% des ouvriers. Donc on avait une réalité de classe, une réalité sociale très forte qui pouvait naturellement s'exprimer en politique de cette façon-là. On voit aujourd'hui, à l'inverse, que bien sûr, il y a toujours des clivages d'intérêts, de la lutte des classes, mais en même temps, il y a des frontières qui se sont effacées. La cohérence des groupes sociaux n'est pas de même nature pour une raison très simple. Pour une raison très simple qui tient, d'une part, au fait qu'il y a eu on peut dire, une diffusion générale de la culture. Les grands historiens du mouvement ouvrier en Allemagne et en Angleterre rappellent qu'encore dans les années 50, être ouvrier, c'est une condition dans laquelle il y avait sa culture, la musique, le cinéma que l'on allait voir, les associations dans lesquelles on était parti, les mouvements sportifs auxquels on était lié. Donc c'était un monde qui existait en lui-même et qui avait sa cohérence et aussi sa séparation par rapport aux autres mouvements. Aujourd'hui, à l'ère d'une culture de masse, même s'il y a de la division sociale et parfois même plus que de la division sociale, des inégalités qui ont explosé extraordinairement, il y a en même temps des formes de séparatisme dans la société qui ne sont plus de même nature. Et surtout, plus encore, les individus ne se définissent plus seulement par leurs conditions sociales, mais par les situations, les épreuves qu'ils traversent. Le problème n'est pas simplement de savoir si on est ouvrier et cadre, mais est-ce qu'on est dans une entreprise qui est menacée de vous licencier? Est-ce qu'on a une espérance de progression? Chacun est défini autant par sa trajectoire, les situations qu'il vit, les épreuves qu'il traverse, les moments positifs aussi qu'il peut rencontrer, que par sa condition abstraite. Et cela, on le verra tout à l'heure, c'était au cœur de la réflexion sociologique des mouvements populistes qui ont apporté une réponse à cette forme de désociologisation de la politique par rapport à ce qu'elle était autrefois. Donc capacité réduite en tout cas moins forte, nettement moins forte que dans le passé, parce que la société ne se définit plus de la même façon du monde politique et de l'élection en partant. Deuxièmement, légitimité plus faible. Pourquoi ? Eh bien parce que la légitimité, c'est de dire qu'un pouvoir est légitime si il exprime en quelque sorte la volonté générale, s'il est l'expression du peuple. Or, l'expression du peuple, il est toujours exprimée par la majorité. L'idéal de la démocratie, historiquement, c'était un idéal d'unanimité. C'était un idéal d'unanimité en disant, quand on se serait débarrassé des séquelles de l'histoire ancienne, quand l'ancien régime aurait définitivement été extirpé, eh bien à ce moment-là, la société française serait une société dans laquelle l'exploitation ayant disparu, l'ancien régime ayant disparu, les privilèges ayant disparu, une société française, la démocratie pourrait aller vers l'unanimité. Et on sait à quel point aussi le rêve du communisme, c'était d'aller vers une société unanime. Zinoviev avait cette expression célèbre et terrible. Il disait 90% de la société nous suit, il y a 10% de la société qui résiste, il faut les éliminer et après le peuple sera vraiment au pouvoir. C'est une façon un peu violente de voir la question de l'unanimité, mais cela montre que de différentes façons, des différents côtés, on voyait la démocratie comme marchant vers l'unanimité. Et elle n'a pas marché vers l'unanimité, la démocratie, pour deux raisons. Pour des raisons qui tiennent au fait que les inégalités sont restées très fortes et que l'unanimité aurait voulu dire une société sans classe, d'un certain point de vue. L'unanimité aurait voulu dire une société où il n'y a pas de séparation, de dénivelé entre les gens. Mais de la même façon, on peut dire aussi que une société sans classe aurait voulu dire une société où les opinions auraient été de plus en plus proches.
Or, nous sommes dans des sociétés où le développement, je dirais, du sentiment d'individualité, le développement culturel, le développement intellectuel fait que chacun se sent plus singulier. Et donc, l'horizon de l'unanimité est un horizon qui s'éloigne, même si on peut espérer que la réduction forte des inégalités transforme le sens du commun dans la société. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Mais quand les élections sont de plus en plus gagnées par 51% sur 49%, effectivement, on a le sentiment que la légitimité, elle est arithmétique, mais la légitimité morale, la légitimité profonde, elle est tout de même atteinte d'une certaine façon. Et tous les débats contemporains sur le problème du vote blanc, par exemple, elles mettent à jour cette question décisive. Si jamais le vote blanc est compté comme un vote exprimé, alors à ce moment-là, la vision des majorités effectives va apparaître extraordinairement affaiblie, va apparaître beaucoup plus faible. Et donc, la légitimité va devenir problématique. Nonobstant le fait qui domine toute cette réflexion sur la légitimité, que la légitimité ne peut pas simplement être l'autorisation, le fait qu'on est en quelque sorte autorisé à gouverner, mais le fait que l'on gouverne en se conformant à ce qui s'est perçu par les citoyens comme l'intérêt général. Donc, la capacité de légitimation du pouvoir de l'élection a décliné aussi. Troisième élément, c'est que la capacité de l'élection de contrôler les pouvoirs est réduite. L'élection, elle devient de plus en plus une nomination chèque en blanc. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'on vit dans des sociétés qui sont des sociétés dans lesquelles il y a en permanence des crises, où il y a des heurts. La vision du mandat, elle était respectable et respectée quand l'avenir était lisse. Souvenons-nous que dans les années 60 et jusqu'au début des années 70, le Parlement votait un taux de croissance sur 5 ans. Les députés disaient, eh bien, pour les 5 ans à venir, le taux de croissance sera de 5,8%. La notion même de planification, elle s'est éteinte en France au début des années 80. Le commissariat au plan a même été supprimé après, les plans ont même été supprimés. Mais ça veut dire que la capacité, qu'on pourrait dire, de projection démocratique de l'élection a décliné. Donc, le déclin de cette capacité de projection démocratique de l'élection a été le troisième grand facteur d'affaiblissement. Et c'est dans ce contexte d'affaiblissement des démocraties, eh bien, qu'ont surgi les mouvements populistes. Les mouvements populistes, ils ne se présentent pas comme une critique de la démocratie. Ils se présentent comme une proposition de régénération de la démocratie. Et c'est pour cela qu'il faut prendre les mouvements populistes et les régimes populistes au sérieux. Alors, comment étudier le populisme ? Comment considérer cette question du populisme ? Mettons d'abord de côté, je dirais, les conceptions vulgaires. Alors, il est vrai, on va dire, le populisme est un mot en caoutchouc. On peut mettre n'importe quoi derrière. On peut toujours être le populiste de quelqu'un et qu'il y a une définition du populisme comme style politique qui permet d'en faire un mot à usage universel, mais universellement vague. Car si populiste, l'adjectif populiste veut dire démagogique, fait des promesses insensées, on peut dire que le monde politique tout entier est marqué par des formes de populisme. Et que si on en reste à un style politique, à ce moment-là, je dirais c'est un travers général de la politique et qu'il n'y a pas lieu de parler spécifiquement de quelque chose qui aurait une consistance. De la même façon, il faut bien prendre en compte le fait que s'il y a des mots qui sont difficiles à cerner, c'est le propre de tous les grands termes qui servent à parler de démocratie. Le mot de la démocratie, le mot démocratie lui-même, c'est un mot en caoutchouc. On met beaucoup de choses sous le mot démocratie. Eh bien, le mot populisme, c'est la même chose. On met beaucoup de choses sur le mot populisme. Et on ne peut pas disqualifier, on ne peut pas réduire le populisme à une sorte de, je dirais, avec une vision condescendante, en disant que c'est une vision perverse ou falsifiée de la démocratie, simplement de cette façon-là.
je crois qu'il faut prendre le projet populiste au sérieux. Il faut le considérer et essayer de le traiter comme un idéal type politique. Comment le traiter? Eh bien, de deux façons. Il y a un certain nombre de régimes qui se sont réclamés de l'adjectif populiste, qui se sont réclamés du populisme. Je pense notamment à tout un ensemble de régimes en Amérique latine. Et le premier grand théoricien du populisme en Amérique latine est un Colombien qui s'appelle Gaitán. Et ce Gaitán, il était à la fois applaudi par Castro, applaudi par Perón et applaudi par Chavez. Donc, il y a des personnes qui se sont réclamées d'une théorie du populisme et qui en ont fait une. Il y a aussi plus récemment, à gauche, des théoriciens du populisme comme Ernesto Laclau, qui a écrit un livre qui s'appelle « La raison populiste » et qui a essayé de théoriser comme forme politique, comme forme démocratique, le populisme. Donc, en étudiant des mouvements, en étudiant des régimes, en étudiant un certain nombre d'œuvres politiques, on peut essayer de dessiner ce qu'on pourrait appeler un idéal type, comme on le fait en sciences sociales, du populisme. Cet idéal type du populisme, on peut le considérer selon 4 aspects. Cet idéal type du populisme, il va le définir une vision spécifique de la représentation politique. Il va vouloir remédier à la mal-représentation. Donc c'est une proposition sur la représentation politique. Premier point. Deuxième point, le populisme va se caractériser par une vision sociologique, une définition implicite du peuple et de sa constitution. Troisièmement, le populisme va se définir comme une conception de la souveraineté du peuple, une souveraineté directe opposée aux formes de souveraineté confisquée. Et puis quatrièmement, il va se définir comme une vision de la volonté générale et de la légitimité. Prenons le premier point. La première formulation du populisme telle qu'elle était faite au XXe siècle par Gaitán, c'est de dire que le populisme se définit parce qu'il se construit autour d'un leader. Il disait le propre du populisme, c'est de s'organiser autour de ce qu'il appelait un homme-peuple. Un homme-peuple, c'est d'ailleurs une formule, Gaitán l'ignorait, mais qui était très utilisée au XIXe siècle pour qualifier Napoléon. On disait Napoléon, il était un homme-peuple. Il était un homme-peuple parce qu'à la fois il était le chef incontesté, mais c'est celui qui était proche de la société. Alors ça, c'était une vision romancée et romantique de Napoléon. Mais vous savez, les chansons, quand on regarde, un historien anglais qui s'appelle Asa Raising a fait tout un livre sur la vision de Napoléon dans les milieux populaires au XIXe siècle, et c'est la vision de celui qui est près du bivouac le soir, c'est celui qui s'intéresse aux gens d'en bas, c'est celui qui est à la fois le sommet et la base. Et cette vision de l'homme qui est à la fois le sommet et la base, cela veut dire que la représentation, elle est accomplie à travers un principe d'incarnation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel a insisté, par exemple, Ernesto Laclau. Dans sa théorie du populisme, Laclau dit constituer le peuple, c'est le constituer d'une double façon. Le constituer horizontalement et verticalement. Verticalement, c'est lui donner un élément d'identification dans lequel il puisse se retrouver. Et ça, c'est le leader. Et puis horizontalement, je le dirai tout à l'heure, c'est une façon d'organiser le dépassement des différences sociales. Donc c'est l'organisation horizontale et verticale. Une des personnes qui a récemment le mieux exprimé cela, c'était Chavez dans sa rhétorique politique. Dans ses grands meetings, Chavez s'adressait à des assemblées très nombreuses et il regardait l'assemblée et il lui dit « Toi, femme, toi, soldat, toi, ouvrier, vous êtes tous des Chavez. Moi, je ne suis personne, je suis simplement votre image à vous tous. Je suis celui, en quelque sorte, qui est le double de vous-même. » C'est aussi le sous-commandant, vous avez peut-être entendu parler du sous-commandant Marcos dans les Chiapas au Mexique, qui était le chef d'une guérilla. Et ce que disait ce sous-commandant Marcos,
il était toujours pris en photo à travers un passe-montagne. On lui dit, mais pourquoi avez-vous toujours un passe-montagne? Il dit, c'est pour que chacun puisse imaginer que c'est lui-même qui est à ma place. Donc, c'est la capacité d'offrir une capacité de projection qu'on appelle, d'une certaine façon, l'incarnation. Et effectivement, on revient là à une vision ancienne de la représentation, où la représentation n'est plus celle de la société, mais la société qui se reconnaît dans cette espèce d'unité verticale. La deuxième dimension de ce qui constitue l'idéal type du populisme, qui est liée à cette vision de la représentation comme incarnation, c'est une reconstruction de l'idée de peuple. Là, je peux partir aussi de ce que dit Laclos. Laclos dit, et il est très important de comprendre une chose, c'est que le populisme est né dans des sociétés qui n'étaient pas des sociétés de classe. Les sociétés latino-américaines étaient des sociétés oligarchiques. C'était des sociétés dans lesquelles il y avait une opposition entre des grands propriétaires latifundiaires et puis des campesinos. C'est une société dans laquelle il y avait vraiment une opposition entre des groupes dirigeants et une société tout entière. Mais il n'y avait pas de classe ouvrière en Amérique latine, ou extrêmement peu. Et donc, l'idée de peuple n'avait pas le même sens que l'idée de classe ouvrière telle qu'elle était en Occident, en Europe. Et Laclos dit, voilà, aujourd'hui nous sommes dans un monde qui, d'une manière ou d'une autre, n'est plus un monde de classe comme autrefois. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a beaucoup de divisions. Il y a des divisions économiques, il y a des divisions entre les sexes, il y a des divisions à propos de la vision de la religion. Et le projet populiste, c'est de retrouver une forme d'unité dans des sociétés divisées. Des sociétés divisées d'un point de vue des intérêts économiques, divisées du point de vue des idées, divisées du point de vue de bien des réalités territoriales, et on retrouve une unité des sociétés divisées. Comment? Eh bien, il dit, c'est très simple, le projet populiste, c'est de reconstruire un nouveau type d'antagonisme dans la société. Au-delà des antagonismes, disons, de classe d'autrefois, au-delà des antagonismes d'opinion, au-delà de tout un ensemble d'oppositions, eh bien, la vraie opposition va être entre l'oligarchie et le peuple. Donc, on va retrouver un sens de l'unité, de ce qu'on va appeler le peuple, parce que il va s'opposer avec clarté pour tout le monde à une oligarchie, à ce qu'on peut appeler aussi des élites, à un certain nombre de groupes. Et là, l'histoire des mouvements populistes montre que cette construction se retrouve partout, mais avec des modalités différentes de construction des antagonismes. Les premiers grands régimes populistes, les premiers grands mouvements populistes en Europe à la fin du XIXe siècle ont proposé aussi de reconstruire la réalité antagoniste des sociétés, mais aux dépens de l'étranger. C'est Maurice Barrès, dans son fameux livre « Contre les étrangers », pour les élections de 1893, qui disait « Il y a une vraie égalité, une vraie unité de la société, parce qu'elle se fait au détriment d'un même groupe, les étrangers. » Donc, toute une partie du populisme va s'être définie par cette construction, je dirais, contre les étrangers, contre ce qui est au-delà des frontières. Et vous le savez que la conséquence de ce type d'écrit, c'est qu'il y aura eu également beaucoup de mouvements sociaux contre des travailleurs belges, allemands, ou italiens, ou espagnols aux frontières de la France pendant cette période de la fin du XIXe siècle, qui est d'ailleurs celle de la première mondialisation. Mais ça peut être aussi de mettre l'accent sur les élites, ou en Amérique latine, en même temps qu'on mettait l'accent sur l'oligarchie, on mettait l'accent sur l'impérialisme américain. Le peuple est uni face à l'impérialisme américain. L'impérialisme restructure les divisions sociales. La lutte contre les oligarchies restructure les divisions sociales. La lutte contre l'étranger peut restructurer les divisions sociales. La lutte aussi dans l'Europe de la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme était présenté comme ce qui reconstruisait aussi les divisions sociales. Mais dans tous les cas, il y a un projet de simplifier le social, en disant, au-delà des différences, il y a
une vraie unité du peuple ou des gens, comme disent certains, si on les considère, cette unité, par rapport à un antagonisme fondamental, un antagonisme structurant. Troisième grande idée que l'on retrouve partout, aussi bien dans les mouvements que dans les théories du populisme, c'est fondamental, c'est l'idée d'une souveraineté directe du peuple. Une souveraineté directe du peuple que l'on va mettre en œuvre d'une triple façon. D'abord, à travers la multiplication des techniques d'interrogation directe du peuple à travers des référendums. C'est-à-dire faire du référendum, non plus de l'élection, mais faire du référendum l'acte démocratique par excellence. Et puis, d'un autre côté, l'élection des leaders, elle reste, mais Laclos a une formule extraordinaire. Il dit le régime populiste qui réussit, c'est le régime populiste dans lequel il y a une réélection indéfinie du leader. Et c'est justement, et pourquoi pour lui, ça n'a rien de scandaleux, parce que c'est dire justement, puisqu'il y a cette identification, si cette identification, elle marche bien, mais au contraire, il faut qu'il y ait un approfondissement de cette identification. Et cet approfondissement de l'identification, c'est comme il l'a écrit lui-même, c'est justement par la réélection indéfinie. Mais à côté de cette réélection indéfinie, le peuple, il doit exister, le peuple comme démocrate, il doit exister à travers le référendum, premièrement. Deuxièmement, à travers l'organisation de la précarité électorale. Ça, c'est un point que l'on retrouve partout et qui est notamment très important en Amérique latine, c'est organiser la possibilité d'avoir la révocation des élus. Et cette idée de révocation des élus, elle était centrale dans la culture du progressisme américain de la fin du XIXe siècle. Et vous savez que dans la moitié des États américains, il y a la possibilité de révoquer tous les élus. Qu'un élu soit un gouverneur, qu'un élu soit un sénateur, qu'un élu soit un chambre de représentants, qu'un élu soit un procureur, qu'un élu soit un shérif, qu'un élu soit un élu municipal. Tous les élus dans les pays de l'Ouest et du centre américain peuvent être révoqués de cette façon. Et chaque année, il y a des révocations de cette manière-là. Un des exemples célèbres, c'est lorsque Schwarzenegger est arrivé gouverneur de Californie à la suite d'un recall du gouverneur qui avait avant lui. Il y a eu comme ça 3 exemples de gouverneurs qui ont été révoqués. Et puis, la troisième vision de la souveraineté plus directe du peuple, c'est ce qu'on peut appeler l'élection restructurante qui a pour but de mettre en place une constituante. C'est le peuple prend le pouvoir par une constituante. Et cette constituante va organiser, je dirais, à ce moment-là, la centralité du rôle du leader. Et ce qui est très frappant de constater, c'est que cette insistance sur le point central du référendum est quelque chose qui a été très peu réfléchi dans les démocraties. Le référendum, il apparaît comme une évidence, mais n'a jamais été construit démocratiquement. Il n'a jamais été construit démocratiquement, alors qu'il y a au moins une dimension du référendum qui est très importante, c'est que le référendum ne dit rien sur les conditions de sa traduction normative. Si vous dites, par exemple, que en Suisse, la moitié des référendums dans le monde, la moitié, sont des référendums qui ont lieu en Suisse. Ils ont 50% des référendums dans le monde. Quand M. Bocher, c'est l'extrême droite qui est la championne des référendums en Suisse, quand M. Bocher a fait voter, et la majorité a été acquise, un référendum d'initiative populaire en disant « Êtes-vous pour chasser les étrangers de la Suisse ?» La majorité des Suisses ont dit oui. Donc le peuple a parlé. Mais quelle est la traduction normative? Comment faire partir les gens alors, par exemple, qu'il y a des conventions frontalières avec les différents pays, alors que les échanges commerciaux avec la Suisse impliquent qu'il y ait l'acceptation de la Déclaration européenne des droits de l'homme et la possibilité que le pays soit saisi de cas qui passent devant cette Cour européenne des droits de l'homme. On voit là qu'il y a quelque chose de fondamental, et donc que l'idée de référendum, elle est une idée à la fois évidente et problématique en démocratie.
Et un très grand exemple, il y a deux exemples très intéressants, c'est quand, en France, on parle de référendum et de pouvoir du peuple qui est bafoué, on prend toujours l'exemple de le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, en disant là, on a l'exemple le plus manifeste d'un choix du peuple qui n'a pas été respecté. Quelle est la réflexion que l'on peut faire sur ce fait? Le fait fondamental, c'est qu'on a posé une question, mais qu'on n'a pas donné d'éléments sur la traduction normative qu'il convenait. Si c'était un oui, il n'y avait pas de problème. La traduction normative, elle allait de soi, on signait. Mais si c'est le non, quelle est la traduction normative? Est-ce que ça veut dire que le pays quittait l'Europe? Est-ce que cela veut dire que le pays se mettait de côté? Il n'y avait pas de traduction normative. Et donc ça, c'est une grande question des référendums. C'est poser des questions dans lesquelles la traduction normative soit appréhendée par les électeurs. C'est le cas du Brexit. Les Anglais ont voté pour le Brexit, mais quelle est la traduction normative du Brexit? Personne ne l'a dit, d'où les débats qu'il y a actuellement. Je signale simplement cela en passant pour montrer que il y a aussi tout un inaccomplissement de la réflexion sur la démocratie elle-même. Il est certain que lorsque l'on parle de l'élection, on voit bien ce qui ne va pas. Mais pour une procédure aussi centrale que le référendum, je suis frappé par le fait qu'il n'y a pas de théorie démocratique du référendum. Il n'y a pas non plus d'analyse critique démocratique du référendum. Le référendum, tout le monde le veut et tout le monde s'en méfie, mais sans jamais comprendre véritablement pourquoi. Le quatrième point que l'on retrouve dans tout, je dirais, l'histoire à la fois des théoriciens du populisme, bien sûr, un grand théoricien du populisme dans l'entre-deux-guerres, c'est Carl Schmitt. C'est lui qui a dit, contre le parlementarisme bourgeois, il faut une vision de l'incarnation, il faut une démocratie d'acclamation. Il faut une volonté générale qui soit incarnée par le leader. Donc, on peut, je ne fais pas là un cours universitaire, mais on pourrait citer beaucoup de théoriciens du populisme de cette nature. Le quatrième point fondamental qui définit le populisme, c'est une vision substantielle de la volonté générale. C'est de dire il y a un peuple réel qui n'est pas forcément le peuple électoral. Et que même si on gagne une élection à 51%, le peuple réel, il est celui qui s'est exprimé, mais il y a toute une partie du peuple qui est encore un peu un peuple en retard ou un peuple manipulé. Bien sûr, dans un pays comme le Venezuela aujourd'hui, on ne pouvait pas dire que lorsqu'il y avait 53% des gens qui votaient contre le régime à l'Assemblée, ils étaient une minorité. Mais on pouvait dire que ça n'était pas le peuple réel. Ça n'était pas le peuple réel et que le peuple réel, il était ailleurs. Et donc, on reprend là l'idée qu'il y a un peuple aveugle, comme les républicains le disaient au XIXe siècle, en disant le vrai peuple n'est pas dans les élections, parce que le vrai peuple, il est dominé, par exemple, par les paysans. C'est le grand texte de Marx sur 1848, en disant le monde paysan écrase la République, et donc ça n'est pas le vrai peuple. Le vrai peuple, c'est celui qui est en devenir, et non pas celui qui est le peuple issu du passé. Et puis, l'autre vision substantielle de la volonté générale, c'est de dire que seule la vérité électorale dit quelque chose, et cette vérité électorale corrigée par cette vision du peuple réel et du peuple arithmétique, disons, mais la voix du peuple ne peut jamais être exprimée ni par des cours constitutionnels, ni par des autorités non élues. Et s'il y a une continuité historique entre tous les régimes que l'on peut considérer comme populistes, c'est bien cela, c'est le rejet des cours constitutionnels et le rejet symétrique, je dirais, des autorités indépendantes. Vous voyez en Russie la démolition de la justice constitutionnelle. Vous voyez en Pologne la démolition de la justice constitutionnelle. Vous voyez en Hongrie la démolition de la justice constitutionnelle. Vous voyez en Turquie la démolition de la justice constitutionnelle. C'est la même chose aussi actuellement au Venezuela. En disant, ça n'est pas un pouvoir élu,
Donc c'est un pouvoir problématique. Et même chose pour les autorités indépendantes. C'est même le raisonnement qui conduit à justifier la limitation de la liberté de la presse. Là, celui qui était le grand maître, c'était Napoléon III. Napoléon III disait à ses adversaires, mais qu'est-ce qu'un journal? Un journal, c'est l'alliance d'un talent et d'un capital, et un journal prétend former l'opinion alors qu'il n'est que l'expression d'un groupe minoritaire. Un journal, en démocratie, c'est un pouvoir qui usurpe la volonté générale, puisque c'est simplement un groupe de pression, c'est un groupe minoritaire de pression. Donc, si moi je supprime des journaux, je suis un bon démocrate, parce que je donne la parole vraiment à la majorité, et non pas simplement à des petits groupes d'intérêts particuliers qui essaient de manipuler l'opinion publique. Donc, en bon démocrate, j'ai le droit de limiter la liberté de la presse, parce que la liberté de la presse veut, la presse libre, qui est une presse qui n'a pas la majorité électorale, est une presse qui veut en quelque sorte manœuvrer, manipuler les réalités institutionnelles. Et c'est exactement le raisonnement de Vladimir Poutine aujourd'hui en Russie. Il muselle tous les pouvoirs médiatiques par ce biais-là, en disant c'est une atteinte aux institutions. Et on voit qu'aujourd'hui, le grand débat qu'il y a en Pologne sur Gazeta Wyborcza, qui est en train d'être étranglé par le gouvernement, se fait exactement sur cette base-là. Bien sûr, pour appréhender cet idéal type du populisme tel que je viens de le formuler très rapidement, il faudrait faire la différence entre les mouvements populistes et les régimes, parce que c'est pas la même chose d'avoir simplement, je dirais, des idées et puis de voir comment on les applique. Je dirais, il y a une certaine vérité du passage à l'acte qui fait qu'il y a un écart entre les mouvements et les régimes. Et de même, je l'ai signalé en montrant comment on pouvait restructurer les antagonismes sociaux, qu'on peut très bien dire qu'il y a des populismes de gauche et des populismes de droite, et qui ne sont pas les mêmes, en tout cas spécialement du point de vue de cette façon dont se réorganisent les antagonismes sociaux. Mais il y a bien des points communs qui méritent d'être discutés, et qui méritent d'être discutés parce que c'est une proposition démocratique sérieuse. C'est une proposition démocratique de remédier au déficit de représentation, de remédier au déficit de légitimité, de remédier au déficit de constitution de la volonté générale. Et donc, on ne peut pas simplement avoir une critique que l'on pourrait dire libérale du populisme. S'il y a une discussion du populisme, ça doit être sur le terrain même de la théorie de la démocratie, sur le terrain même de la vision de la représentation, de ce qu'est la légitimité, de ce qu'est la constitution de l'intérêt général. Et quelles sont les réflexions un peu alternatives que l'on pourrait faire? Comment on peut concevoir l'amélioration de la représentation? Comment on peut concevoir le développement de la légitimité et le service plus grand de la volonté générale et de l'intérêt général, si c'est les trois grands chapitres dans lesquels on voit qu'il y a aujourd'hui des déficits considérables et que les démocraties sont plus qu'inachevées, elles sont très malades. Je dirais que l'idée fondamentale du populisme, du populisme qui est comme idéal type, c'est de remédier au dysfonctionnement de la démocratie en polarisant et en simplifiant la démocratie. Simplifier la représentation, simplifier l'exercice de la souveraineté, simplifier la conception de la volonté générale. Mais on pourrait dire qu'à l'inverse, il faudrait au contraire compliquer ces différents éléments. Les compliquer comment? À travers, si on prend le domaine de la représentation, c'est-à-dire qu'à côté des formes de représentation politique, il faut faire exister d'autres formes de représentation de la société. Le déficit de représentation, c'est pas simplement que celui qu'on élit ne va pas être à notre image, c'est pas simplement qu'il va ne pas porter notre parole, c'est le fait que notre parole, les réalités que nous vivons ne sont pas assez présentes dans la société. Et que ce qui dysfonctionne dans la démocratie, c'est de penser que l'élection
peut suffire à produire de la représentation. L'élection ne peut pas produire de la représentation, surtout, enfin, où elle peut en produire un peu, mais elle ne peut pas produire de façon satisfaisante de la représentation, surtout dans un monde dans lequel les frontières sociologiques sont plus fluctuantes, un monde dans lequel les épreuves vécues par les citoyens sont plus importantes. Je cite là un simple chiffre. On estime chaque année qu'un tiers des Français vivent un événement structurant. Un événement structurant positif, on réussit un examen, on rencontre quelqu'un, on a une promotion, un événement structurant négatif, on perd son emploi, on est quitté par quelqu'un, ou on a une difficulté financière. Et donc cela veut dire que chacun se définit autant par ces événements qui structurent sa vie que par sa condition objective. Et c'est cela qu'il faut représenter aussi. Il faut représenter la vie des citoyens, il faut être représenté, c'est avoir le sentiment que ce qu'on vit, ce que sont ses problèmes, ce que sont ses épreuves, ce que sont ses attentes, eh bien, est présent dans la société. La représentation, ce n'est pas simplement avoir un délégué qui est votre ventriloque. La représentation, c'est aussi faire en sorte que ce que l'on vit soit pris en compte et une existence, et puis, d'une manière ou d'une autre, cela veut dire qu'on n'est plus ignoré, qu'on est respecté, qu'on compte pour quelque chose. Être représenté, c'est compter pour quelque chose et pour autrui dans la société. Et d'ailleurs, cette définition que moi j'appelle narrative de la représentation, et c'est ce que j'ai essayé de développer à travers ce projet du Parlement des invisibles et de raconter la société, cette vision, elle est aussi une façon de construire l'identité collective. Elle est une façon de construire le monde commun. C'est Michelet qui avait une phrase qui, pour moi, m'a éclairé le jour où je l'ai lue pour la première fois. Le grand historien disait en 1848 « Nous ne pourrons pas faire la République ensemble si nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres. » Parce que si on reste dans une ignorance des uns des autres, ça va être les stéréotypes, ça va être les préjugés qui vont gouverner le rapport à autrui. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, dans toutes les démocraties, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles ce sont les préjugés et ce sont les stéréotypes qui souvent gouvernent les rapports à autrui et qui conduisent à produire de la discrimination, à produire de la séparation, à produire de la relégation et à produire aussi une société dans laquelle il y a une protection, une peur d'autrui qui est plus grande. Une société qui ne se connaît pas elle-même, c'est aussi une société qui accepte beaucoup moins facilement de partager, c'est-à-dire de payer des impôts pour les autres. Aux États-Unis, c'est un exemple qu'il faut toujours rappeler, c'est que l'impôt sur le revenu a été considéré jusqu'à la Première Guerre mondiale comme une mesure communiste. Et donc, il était impensable de construire un impôt sur le revenu aux États-Unis. Et pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu besoin de beaucoup d'argent. Et c'est un président de l'époque qui a dit « Il faut aussi que les dollars meurent pour la patrie ». Et si les dollars meurent pour la patrie, c'est que quand on vit une épreuve en commun, eh bien, l'exigence de solidarité, l'exigence de redistribution, elle est plus forte. Eh bien, dans nos sociétés aujourd'hui, si l'égalité, les inégalités progressent, c'est parce que l'idée d'égalité, elle régresse également. Et l'idée d'égalité régresse parce qu'il y a moins le sentiment d'avoir une dette sociale. Il y a moins le sentiment de faire société commune. Il y a moins le sentiment de devoir, en quelque sorte, être un contributeur à la vie commune. Il y a une régression de l'impôt. Pensons tout de même que sous Giscard d'Estaing, le taux d'imposition supérieur de l'impôt sur le revenu était de 65%, sous un président de droite. Et qu'aujourd'hui, le taux maximum en France est de 45%, et que je ne vois personne proposant même 65%. Donc cela veut dire que mentalement, nos sociétés ont un rapport à la dette sociale que chacun a vis-à-vis des autres,
Et évidemment, la dette sociale encore plus forte pour ceux qui ont les revenus les plus élevés, c'est évident, ou le patrimoine le plus élevé, pose un très grand problème. Et cette question de l'inégalité, cette question de la pensée de l'égalité, elle est liée à un déficit de représentation. Elle est un déficit de représentation parce que si l'on ne se sent pas de dette vis-à-vis d'autrui, eh bien, on n'acceptera pas de payer des impôts. Donc, la question de la représentation, elle est une question économique et sociale, autant qu'une question politique, et c'est à travers une connaissance de la société, notamment, qu'on pourra le faire. Et là, on peut dire qu'il y a un rôle des sciences sociales, c'est d'offrir un miroir. Après tout, un moment qui était décisif pour la construction des États-Unis, un moment qui était décisif aussi pour les progrès de l'État et le progrès de la taxation aux États-Unis, pendant le New Deal avec Roosevelt. Roosevelt avait dit « Si l'on veut que l'Amérique s'engage pour sortir de la crise, il faut que les Américains sentent à quel point est terrible la vie de ceux qui sont les victimes de la crise. » Et ce qui était, bien sûr, il y avait des ouvriers chômeurs, mais la situation la plus terrible peut-être aux États-Unis était celle de tout un ensemble de petits fermiers qui ont été totalement ruinés dans les années 30. Et c'est eux dont Steinbeck a raconté l'Odyssée dans Les raisins de la colère. Et ce qu'a fait Roosevelt, c'est qu'il a dit, eh bien, nous allons envoyer partout des grands reporters, des écrivains, des photographes, des cinéastes, pour faire connaître l'Amérique profonde. Et pour que chacun ait dans la tête et dans les yeux ce qui est réellement la détresse de toute une partie de la société américaine. Et effectivement, vous connaissez tous, par exemple, une photographe comme Dorothea Lange, ou vous connaissez le livre « Loués soient les grands hommes ». Il y a eu à l'époque tout un ensemble de revisitations de la société américaine qui a donné un effet de miroir terrible à l'Amérique. Et la représentation, c'est cela. C'est pas simplement avoir un homme de confiance, c'est faire qu'on regarde la réalité en face, que la réalité soit présente en face de vous et que vous puissiez, là, y étant confronté, c'est une façon de construire la société. Une autre façon de construire la société. Une deuxième façon de compliquer la démocratie, à côté de cette complication de la représentation, ça veut dire, en un mot, quand je dis qu'il faut compliquer la représentation, c'est-à-dire qu'il faut penser la démocratie au-delà du moment électoral. Il faut aller vers des démocraties post-électorales. Parce qu'il y a des fonctionnalités. Faire vivre la démocratie, c'est faire vivre des fonctionnalités démocratiques. C'est faire vivre une fonctionnalité de représentation. C'est faire vivre une fonctionnalité d'expression de l'intérêt général. Et ces fonctionnalités démocratiques, eh bien, pour une partie, elles peuvent être prises en charge par l'élection, mais souvent de façon très limitée, très imparfaite, et même, j'essayais de le dire en introduction, de façon déclinante. Et donc, il faut développer les fonctionnalités démocratiques à côté de l'élection. Il est clair que dans l'élection, on autorise un pouvoir, mais on autorise le pouvoir, on lui donne donc un permis de gouverner. Mais on donne un permis de gouverner sans tendre un code de la route, c'est-à-dire sans tendre un code de gouvernement et sans permis à point. Quand vous êtes autorisé à circuler sur la route, vous devez suivre des règles, qui soient des règles qui rendent possible la coexistence avec les autres conducteurs, et vous avez des sanctions quand vous ne suivez pas les règles. Quand vous avez le pouvoir, mais on ne vous met pas un code de gouvernement entre la main, et vous n'avez pas de sanctions, si je puis dire. Donc, il faut là aussi, pourrait-on dire, organiser, à côté de la consécration par l'élection, des formes de contrôle permanente du pouvoir, qu'à côté de la légitimité électorale qui est intermittente, il y ait une légitimité permanente qui s'exprime à travers, là aussi, tout un ensemble de fonctionnalités démocratiques, du contrôle, de la reddition de comptes, de la transparence, de la mise en responsabilité, du fait que, en permanence, il y ait la possibilité d'avoir un œil sur le pouvoir. Ça, c'est une formule
qui a été employé pour la première fois par Bentham. Bentham, qui était très proche des révolutionnaires français, vous le savez, à travers cette idée du panoptique, on a gardé l'idée qu'il proposait que le pouvoir ait un regard sur la société. Mais Bentham a vu ces formules extraordinaires. Il disait la démocratie, ça n'est pas simplement donner une voix au peuple. La démocratie, c'est permettre au peuple d'avoir l'œil toujours grand ouvert. La démocratie, c'est l'œil du peuple et pas simplement la voix du peuple. Et effectivement, pendant la Révolution française, on voit en permanence dans l'iconographie, l'œil du peuple est très présent. Pendant la Révolution, il y a deux symboles qui représentent le peuple. Il y a soit un Hercule, vous savez, l'Hercule Farnèse qui est sur sa grande massue, cette fameuse sculpture italienne qui est reproduite des centaines de milliers de fois pendant la Révolution française, et de l'autre côté, l'œil de la surveillance du peuple. À côté de la confiance, il y a l'organisation d'une défiance positive. Et la démocratie, c'est cela aussi. À côté de l'élection, il faut qu'il y ait, qui essaie d'organiser des formes de confiance, qu'il y ait organisation d'une défiance positive. Et puis troisième façon de compliquer la démocratie, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais le peuple, il y a beaucoup de façons de le définir. Il y a beaucoup de façons de définir le pouvoir du peuple. La définition classique, c'est de dire c'est le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir, celui qu'on mesure le plus facilement, c'est le pouvoir du grand nombre, tel qu'on l'appréhende arithmétiquement dans l'élection. Et donc cette définition de la démocratie comme pouvoir du peuple mesuré dans l'élection a une qualité exceptionnelle, c'est que personne, comme elle est arithmétique, personne ne peut la contester. On peut discuter pour savoir, et la discussion est souvent permanente, sur ce qu'est l'intérêt général, mais dire que 51 est supérieur à 49, cela, personne ne peut le contester. Mais en même temps, c'est une approximation. On dit voilà, le peuple a parlé. Non, c'est 51% du peuple a parlé, et encore 51% des électeurs. Et toute une partie de la société n'est pas électeur, pour des raisons différentes, d'âge et d'origine, etc. Donc, il y a un inaccomplissement de ce projet à travers cette dimension arithmétique. Il y a, on peut dire, une fiction. La démocratie repose sur une fiction. C'est que le peuple est représenté par la majorité. C'est une fiction nécessaire, parce qu'on a besoin de fiction pour rendre la réalité malléable. Si on attendait qu'il y ait des majorités à 90%, eh bien on ne ferait rien dans la société. Donc pour que les sociétés fonctionnent, il faut qu'elles fonctionnent grâce à des fictions. Et cela, c'est ce que les juristes ont dit depuis toujours. Une société ne peut fonctionner que si elle peut rendre la réalité malléable, gouvernable. Et rendre la réalité gouvernable, c'est qu'il y ait un certain nombre de fictions qui soient acceptées en commun. Mais à côté de ce pouvoir de tous, approché donc de façon très grossière, à travers le fait majoritaire, il y a deux autres façons de considérer le pouvoir de tous. On peut le considérer comme le pouvoir de personne. C'est-à-dire, la démocratie, c'est le pouvoir de tous, mais ça doit être aussi le pouvoir de personne, entendu qu'il doit exister des pouvoirs sur lesquels personne ne peut mettre la main. Des pouvoirs qui ne peuvent pas être appropriés de façon privatisée. Des pouvoirs qui ne peuvent pas être appropriés par un parti, par une majorité, par un groupe spécifique. Et qu'est-ce qui illustre, qu'est-ce qui essaie d'exprimer dans une société le pouvoir de personne? C'est un principe et un type d'institution. Le principe, c'est l'impartialité. L'impartialité, c'est-à-dire une institution qui se définit parce qu'elle est au-delà des particularités, au-delà des partis. Donc, dans cette mesure, on peut dire qu'elle est le pouvoir de personne parce que aucun groupe ne peut mettre la main dessus. Et dans les sociétés contemporaines, peu à peu, s'est construit un pouvoir, essaie de se construire, je dis bien essaie de se construire, un pouvoir d'autorité de ce type-là. Le premier exemple, c'est aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, un des problèmes économiques majeurs, surtout pour les petits paysans, c'était les chemins de fer qui contrôlaient, les monopoles de chemins de fer contrôlaient toute la vie économique on peut dire du Grand Ouest américain et du centre américain, de Chicago à la Nouvelle-Orléans.
Le problème, c'est que le président des États-Unis, avant d'être élu, avait été l'avocat des grandes compagnies de chemin de fer. Donc le Congrès a dit, mais on ne peut pas confier au pouvoir fédéral le fait de réguler les chemins de fer, puisqu'il était l'avocat, il y aura un conflit d'intérêts. Donc il faut qu'on ait une institution spéciale pour régler les problèmes de tarifs des chemins de fer et de régulation des chemins de fer qui soit au-dessus des pouvoirs politiques. Donc on va faire une commission indépendante, qui existe toujours, et on a conçu l'impartialité aux États-Unis en disant, on met le même nombre de républicains, le même nombre de démocrates, et ils doivent décider à l'unanimité. Voilà. Donc ça, c'est une construction de l'impartialité. Mais il y a d'autres modes de construction de l'impartialité. Et par exemple, en France, la première institution de ce type-là, c'était la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il y avait un projet du gouvernement, c'était avec comme ministre tristement célèbre Marcellin de l'Intérieur, le projet d'unifier tous les fichiers informatiques en France. Et beaucoup de gens ont dit, de différentes opinions, mais on dit, mais alors, ça veut dire vraiment, les Français seront fichés tel que le veut le gouvernement. Il aura la haute main sur tous les fichiers. C'est vraiment un pouvoir qui n'est pas acceptable. Et le tollé était tel que la décision a été prise de de donner à une commission indépendante la possibilité d'autoriser les fichiers informatiques et d'autoriser leurs conditions de connexion. Donc ça, c'est la CNIL. Après, on a mis en place la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Bon, il y a tout un ensemble, dans certains pays du tiers-monde, beaucoup, on a mis en place des commissions indépendantes pour réguler les élections. Et là, vous voyez qu'on a une deuxième façon de compliquer l'idée de volonté générale, c'est donc le pouvoir de personne, mais ça peut être aussi le pouvoir de n'importe qui. La démocratie, c'est le pouvoir de tous, le pouvoir de personne et le pouvoir de n'importe qui. Le pouvoir de n'importe qui, c'est quoi ? C'est deux choses. D'un point de vue, je dirais, de l'expression sociale, c'est donner plus de place au tirage au sort. C'est le tirage au sort, pour sélectionner des personnes, on peut les sélectionner en leur faisant passer un concours, on peut les sélectionner par l'élection, mais on peut les sélectionner aussi par la valorisation, par le tirage au sort qui valorise le quelconque. Par le tirage au sort, c'est le quelconque qui est valorisé et le quelconque doit avoir sa place en démocratie. L'élection a son rôle aussi. Le concours, là aussi dans la vie, je dirais, pour la vie technique plus grande, mais personne ne pourrait par exemple dire on va faire passer un concours de président de la République. Et donc, ce ne sera plus une élection, on va faire passer un concours, parce que qui serait le jury, qui mettrait les questions au programme, ce ne serait absolument pas clair du tout. Donc, il vaut mieux l'élection, parce que l'élection, les raisons de chaque juge, chaque électeur est lui-même le juge comme il l'entend. Mais la valorisation du quelconque, donc, il faut lui donner plus de place dans les démocraties. Mais le pouvoir de n'importe qui, c'est aussi le fait qu'il y ait des institutions qui aient le souci de n'importe qui. Et avoir le souci de n'importe qui, c'est avoir le souci des droits de n'importe qui. Le souci de la personne quelconque. Le souci de la personne, cela veut dire que des citoyens peuvent s'adresser à une institution s'ils pensent que leurs droits sont bafoués. Et ça, c'est les déclarations des droits de l'homme qui règlent ça. Et ce qui permet l'institution qui a la charge, en quelque sorte, de gérer ce pouvoir de n'importe qui, c'est une cour constitutionnelle. Une cour constitutionnelle, c'est elle qui est la gardienne du long terme, si je puis dire, qui est la mémoire de la volonté générale. La Constitution est au-dessus des normes législatives parce que c'est la mémoire de la volonté générale, parce que ce sont les principes fondateurs de la société. Donc le peuple, là, il est défini par les principes qui le constituent. Donc vous voyez que c'est une troisième façon de compliquer la démocratie, c'est de dire qu'à côté du pouvoir de tous approximé par la majorité, on va mettre en place des institutions qui seront le pouvoir de n'importe qui et des institutions qui seront le pouvoir de personne. Et là est, me semble-t-il, aujourd'hui, le grand débat dans les démocraties contemporaines. Le grand débat dans les démocraties contemporaines, il est au fond, il y a deux voies. Il y a deux voies pour répondre au dysfonctionnement de la démocratie. Il y a la voie populiste qui est de dire il faut aller vers une polarisation, une simplification. Et donc c'est dans le sens de cette polarisation qu'on trouvera la réponse au dysfonctionnement démocratique.
qu'on leur apportera une vraie solution. Et de l'autre côté, il y a cette autre voie qui serait de dire, eh bien non, au contraire, c'est davantage par la complication, si je puis dire, par la complexification, par la démultiplication, par la dissémination des procédures démocratiques dans la société et pas simplement dans les institutions, qu'on va répondre au dysfonctionnement de la démocratie. Je pense que c'est autour de ces deux grands massifs que peut se constituer et que se constituera de plus en plus partout le vrai débat sur l'avenir de nos démocraties. Et ce débat, il ne fait que commencer, et peut-être va-t-il commencer tout de suite dans la salle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre Rosanvallon, pour cette conférence extrêmement riche qui, je n'en doute pas, va susciter beaucoup de questions. Donc, nous avons des personnes dans la salle qui ont des micros. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les questions 3 par 3. Donc, on va essayer d'être équitable. Une ici, une ici, une ici. Et puis, on réitérera l'expérience autant de fois que possible, en tout cas jusqu'à 19h. Donc on va commencer à ma gauche. On prend 3 questions à chaque fois. Bonsoir, je me présente. Je suis doctorant en sciences politiques au laboratoire Pacte. J'avais une question. Je fais ma thèse sur les initiatives populaires, donc je reviens sur la partie sur le référendum. J'avais une question sur la séparation des pouvoirs en démocratie et sur la problématique que vous avez annoncée justement sur le référendum et sur le fait qu'il y ait une sorte de monopole social en ce qui concerne l'exécutif et le judiciaire qui permettent pas justement d'éluder le problème de la parole du peuple dans les initiatives populaires et du monopole social vis-à-vis de la mise en œuvre. Après, vous avez dit, ça c'est une forme de clin d'œil, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'analyse critique du référendum, donc ce serait un plaisir de vous voir revenir à Grenoble pour participer à un débat lors de ma thèse sur les initiatives populaires. Merci. C'est bien, vous avez le sens de l'opportunité. On va prendre une question au centre, monsieur. Bien sûr, j'essaierai de ne pas oublier tous les gens du fond. Oui, merci pour votre exposé. Bon, si je dois résumer, la démocratie doit être en permanence une certaine vitalité qui s'est construite historiquement sur une longue période. Et on voit à travers des livres très intéressants qui sortent ces derniers temps, que ce soit, on peut ne pas être d'accord, mais qui expriment quand même des pensées assez fortes, Emmanuel Todd et le fameux livre d'Harari autour de Sapiens et Prodeus. Bon, mais la particularité quand même de la France avec la République, c'est le triptyque qui s'est construit. Hein, les libertés, égalité, fraternité. Et ça, au nom de quoi il n'existe pas en France maintenant, depuis que la Révolution est faite, et, enfin, qui est toujours, comme vous dites, elle n'est jamais finie, et au nom de quoi il n'y ait pas un média public complètement indépendant qui donnerait signe de ce que c'est la vitalité démocratique. On sait qu'actuellement, malheureusement, tous les médias ont été privatisés, même les médias publics finissent par mimer les médias privés, et on ne sait plus où on en est, et surtout par rapport à un monde, comme vous avez dit, inévitablement se complexifie, et en même temps, on a l'impression que l'État français lui-même doit disparaître. Alors que moi, je ne crois pas du tout à la création d'une globalisation, mondialisation sans État. C'est-à-dire, la structure de représentation de la démocratie reste l'État. Il n'existe pas de démocratie mondiale, même au sein de l'ONU, ce n'est pas une démocratie. Voilà. Je demande, est-ce qu'on peut créer vraiment un média dit indépendant qui donnerait signe de ce que c'est la vitalité démocratique à actualiser en permanence, autour de personnalités comme vous et autres, comme vous dites tout à l'heure, des comités indépendants ou que sais-je. Merci. Merci. Il y a une question ici. Monsieur en bleu.
Mesdames, n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, je m'appelle Bernard Augier, je suis doctorant au CERAG. Le sujet de ma thèse, transparence financière préalable à la gouvernance. Question très courte. Est-ce que vous pourriez nous... J'ai beaucoup apprécié votre discours, votre présentation. Je remercie aussi ceux qui vous ont invité, qui permettent de mieux vous connaître. Alors, ma question très courte. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce que vous pensez de la démocratie à l'université ? Merci beaucoup. D'accord. Bon, il y a déjà trois questions. Sur les conditions de l'initiative populaire, dans la révision constitutionnelle de 2008, il est prévu une procédure. Il est prévu une procédure qui passe ensuite devant le Conseil économique et social, et il y aurait eu une possibilité technique. Il y avait la possibilité que le Conseil économique puisse se saisir de la question du mariage pour tous, et il s'est arrangé pour ne pas le faire, pensant que le sujet était trop difficile pour lui. Donc, qui a botté en touche en quelque sorte. Mais le grand problème de l'initiative populaire, il faut distinguer l'initiative pour lancer un grand débat, mais c'est pas la même chose que l'initiative qui a pour but de décider de la mise en place d'un projet de référendum. Parce que là, je le répète, sur la délibération publique est nécessaire. Il n'y a pas assez de délibération dans la société. Et donc, une initiative populaire qui est une initiative pour mettre à l'ordre du jour une question, et que cette question, elle soit débattue publiquement jusqu'au bout, pas simplement au Parlement, mais dans la société, c'est très important. Mais si on rabat l'initiative populaire en faisant simplement le préalable à l'organisation d'un référendum, c'est un problème. Parce que le référendum, je le répète, n'a de sens que si c'est une question qui trouve dans sa formulation les termes de sa traduction normative. Et les cas ne sont pas si nombreux que ça. C'est évident que si vous votez pour une constitution, vous votez pour la rejeter, il n'y a pas de constitution, il faut en refaire une autre. Vous votez pour, il n'y a pas de traduction normative, puisque c'est la norme elle-même sur laquelle vous avez voté. Et puis ça peut être la même chose sur un certain nombre de sujets de société, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels les conditions, la traduction normative sont décisives, et donc où il est très important qu'une initiative, au sens délibératif, soit dissociée d'une initiative qui aurait pour conséquence normale, je dirais, un référendum qui trancherait sans être capable d'inclure dans sa question cette traduction normative. La question qui est posée sur la vitalité démocratique, est-ce qu'on peut imaginer un média indépendant qui dise ce qu'il faut penser sur la vitalité de la démocratie? Ça, ce serait un peu dangereux. Mais il y a aussi le fait que la vie de la démocratie, c'est le fait qu'on ne s'accorde pas sur les mots. Pendant la Révolution française, la Convention avait consacré un long débat en constatant que le mot « peuple » était utilisé dans tous les sens. Alors, il y a eu un débat sur la Convention qui a dit « mais on va donner une définition officielle du mot « peuple ». Et ceux qui emploieront le mot « peuple » autrement que dans la définition officielle, on leur fera un procès. On a vu que c'est impossible. Parce que c'est impossible techniquement, mais c'est impossible aussi parce que justement, le propre de la démocratie, c'est d'être la discussion permanente sur ses fondements et sur ses modes de fonctionnement. Donc qu'il y ait un débat, une querelle sur les mots eux-mêmes fait partie de la vie de la démocratie. Et personne ne peut prétendre mettre un terme à ces débats en imposant par la force un type de définition parmi d'autres. En revanche, il est certain qu'il y a une chose que l'on pourrait mettre en œuvre, deux choses. Moi, dans mon dernier livre, j'ai proposé qu'il y ait une autorité du fonctionnement démocratique. De même qu'il y a un médiateur pour les droits, il pourrait y avoir une autorité qui, chaque année, fasse un rapport sur l'état de la démocratie française et qui organise une journée de la démocratie. On pourrait avoir une grande journée de la démocratie dans le pays, où le jour où cette autorité propose un bilan, après avoir organisé des débats publics, etc., propose un bilan des problèmes de la démocratie française, qui est, je dirais symboliquement,
une grande journée du débat public. Il y a eu, aux États-Unis, il y a eu toute une proposition à un moment de faire un Deliberation Day. Je crois qu'on pourrait proposer cela de cette façon-là. Pour la question de la transparence préalable à la gouvernance, bien sûr, la transparence, il faut l'organiser. Il faut l'organiser avec des institutions. La transparence pour la haute autorité de la vie publique, on peut dire qu'elle fonctionne aujourd'hui relativement bien. Il y a tout de même 12 000 Français qui doivent fournir des déclarations d'intérêt et puis des déclarations de revenus et de patrimoine. C'est énorme, hein. C'est-à-dire que ça va bien au-delà des cabinets ministériels, des sénateurs, des députés, des ministres. C'est toute une partie de la haute fonction publique est soumise à ce régime-là. Toute une partie des magistrats aussi y est soumise. Et donc, on peut encore aller plus loin, mais déjà, c'est un progrès absolument énorme. Et le véritable progrès, c'est quand il y aura une possibilité. Ils peuvent saisir le parquet aujourd'hui. Mais les liens, aujourd'hui, il y a une espèce de frein constitutionnel avec le pouvoir judiciaire, parce que la Constitution défend à la haute autorité de la vie publique, la transparence pour la vie publique, d'aller trop loin en disant si vous pouvez intervenir directement pour critiquer le législatif, c'est la répartition des pouvoirs qui sera atteinte. Donc, il faudrait que ce qu'on peut appeler les pouvoirs de contrôle de la haute autorité soient considérés comme un pouvoir démocratique lui-même. Et je pense qu'effectivement, cette idée que le contrôle est un pouvoir démocratique à côté des trois autres pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le pouvoir de contrôle, est une idée qui était très présente pendant la Révolution française. Il y a eu beaucoup, Condorcet par exemple a beaucoup réfléchi autour de cette idée-là, et d'autres personnes aussi. Ça mériterait certainement d'être une question qui mériterait d'être tout à fait creusée. Sur ce que je pense de la démocratie à l'université, je suis désolé, mais je n'ai jamais été universitaire. J'ai toujours été dans des institutions, l'école des hautes études ou le Collège de France, qui ne fonctionnent pas comme les universités. Au Collège de France, l'Assemblée des professeurs et à la fois le conseil d'administration, le conseil scientifique et tout. Donc, je ne connais pas les problèmes de l'université, mais si vous avez des choses à dire sur le sujet, il ne manque pas d'instance pour en parler, je crois. Merci. On va prendre une deuxième salve de questions. Alors, il y a monsieur ici. Désolée. Je vous ai vu. On prendra la question du fond. Merci, bonsoir. Je me présente, je ne suis pas doctorant en sciences politiques. Il y a un postulat de départ dans votre exposé qui est que l'élu a le pouvoir. Or, il me semble qu'on ne peut pas ignorer des déclarations comme par exemple la commissaire européenne Viviane Reding qui vient expliquer dans le Parlement européen qu'il n'y a plus de décision de politique intérieure. Quand on sait que 80% des lois nationales sont décidées au niveau de la Commission européenne, quand on sait qu'un gouvernement est tenu de respecter les recommandations, entre guillemets, enfin les injonctions de la Commission européenne via les grandes orientations de politique économique, quand on sait que le taux d'abstention aux élections présidentielles, aux élections générales, augmente d'élection en élection, parce que justement, il n'y a plus de sensation du peuple que c'est l'élu qui a le pouvoir. Donc ce postulat de départ, moi je le mets un peu en cause, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci. Oui, pardon. On prend les autres questions. Merci. Alors, il y avait un monsieur très volontariste dans le fond qui s'est même levé, donc on va lui donner la parole. Et vous avez de bons yeux. Il y a monsieur aussi. Oui. Bonjour, Madame. Merci beaucoup de votre présentation. Alors, je m'appelle Louis, je suis doctorant en mathématiques appliquées aux neurosciences, donc ça n'a rien à voir avec la politique. Et déjà, en fait, j'avais une première remarque par rapport à la première partie de votre présentation, parce que vous avez fait une définition assez précise du populisme. Et pourtant, vous avez utilisé comme exemple la Pologne, la Hongrie, la Turquie, où je ne reconnais pas du tout cette définition, par exemple avec un peuple constituant.
mis à part le leader ou des choses comme ça, mais j'ai pas reconnu cette proposition. Et donc en fait, ça me fait passer sur une deuxième des remarques que je trouve assez sévère de votre part à propos du populisme, en disant que le populisme veut simplifier la démocratie. Donc à mon sens, c'est une simplification, puisque par exemple, on peut voir des intellectuels comme Chantal Mouffe qui proposent des démocraties plurielles, agonistiques, où justement la démocratie est proposée avec une multitude de représentations, et justement qui accepte le conflit interne entre les différents partis, qui ne vise pas du tout, en effet, une décision unique avec un parti unique. Et donc, en effet, je pense que, en effet, selon cette définition et votre critère, en fait, vous représentez un adversaire du populisme, et c'est tout à fait positif, puisque vous décidez de choisir de le qualifier avec vos propres mots, mais qui ne se revendique pas. Et donc, en fait, là-dessus, je me demande, qu'est-ce que vous pensez réellement des propositions radicales qui sont proposées de la démocratie. Donc, par exemple, vous avez parlé du système d'autres systèmes d'élection, comme le tirage au sort, etc., qui sont déjà intégrés dans les projets populistes. La délibération par le peuple directement, ça a été fait au Venezuela, par exemple, avec la discussion sur les textes de la Constitution, etc. Donc, en fait, c'est plus compliqué que ça. Et enfin, la remarque, voilà, vous proposez donc la démocratie de personne, mais pourtant il me semblait la définition de la démocratie, enfin au moins sa racine étymologique, c'est Demos Kratos, donc le pouvoir du peuple, et pas le pouvoir de personne. Donc à ce moment-là, comment est-ce que en fait le pouvoir de personne, c'est pas le pouvoir qui s'ignore, c'est-à-dire un groupe qui fait partie du papier peint, mais dont on est incapable de déterminer l'idéologie, et pourtant elle existe. Merci. 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 On va redescendre ici. Donc, il y avait une demande d'intervention ici, monsieur. Et essayez de faire des questions courtes pour qu'il y ait un maximum de questions qui puissent Bonsoir. poser après. Mais, du coup, merci pour votre conférence. Et on va rester sur le populisme. Moi, ma question, c'était plus une clarification entre le populisme européen et le populisme d'Amérique latine. Puisque vous avez dit que le populisme d'Amérique latine, c'était formé. Alors, je vais juste reprendre les notes qui sont là. Non. Attends. J'ai un trou. Tu l'as mis où ? Bon, voilà. En tout cas, vous aviez dit que le populisme européen... Ah, c'est horrible, j'ai un trou. Attends. Tu l'as mis ? Allez, une dernière chance. C'est là. Voilà, que le populisme d'Amérique latine, c'était des sociétés, donc par rapport à, c'était organisé contre l'oligarchie, alors qu'en Europe, c'était plus assez marxiste, donc la lutte de classe. Et moi, j'ai juste l'impression que les variables changent, mais l'équation reste la même, puisque c'est quand même le populisme, c'est quand même un discours qui est formé sur un projet, donc une société qui est exclue, vers un projet incluant cette partie exclue de la société. Donc moi, c'est juste pour savoir, dans la construction du discours politique, qu'est-ce qui changeait vraiment entre le populisme européen et le populisme latin à propos de ça, quoi. Voilà. Merci. D'abord, sur la première série de questions, bien sûr que l'élu n'a pas vraiment le pouvoir, et que si on fait une analyse des pouvoirs dans nos sociétés, il faut tenir compte effectivement de ce que représente l'ensemble des normes au niveau européen, voire au niveau mondial, voire aussi du capitalisme financier. Donc si on fait une analyse de la structure des pouvoirs dans nos sociétés, on ne peut évidemment pas se contenter de dire que le pouvoir élu a le pouvoir. Il y a bien d'autres formes de pouvoir dans nos sociétés, et au premier chef, on pourrait dire, avant même le pouvoir européen, les formes de pouvoir économique qui empêchent, en tout cas qui brident le pouvoir politique. Et puis il y a aussi le pouvoir bureaucratique, c'est tout à fait important. Mais quand vous citez l'exemple européen, c'est quelque chose qui est intéressant à regarder, parce que effectivement, que veut dire construire une Europe démocratique ? Construire une Europe démocratique, ce serait faire en sorte que la Commission européenne soit élue au suffrage universel. Est-ce que ce serait autre chose, mais de faire élire
au suffrage universel direct le Parlement européen, non pas sur des listes nationales, mais sur des listes européennes déjà. Il y a tout un ensemble de choses auxquelles on peut penser. Si on parle aussi, qu'est-ce que la démocratie cosmopolitique? Qu'est-ce que la démocratie universelle, internationale? Et là, on voit bien que si on pense démocratie universelle, ça n'est pas l'élection du secrétaire général des Nations Unies au suffrage universel direct. Si le mot construction démocratique peut avoir un sens au niveau européen ou au niveau mondial, c'est à partir des fonctionnalités démocratiques. C'est des fonctionnalités de respect des droits plus grandes, des fonctionnalités de délibération, des fonctionnalités de représentation qui ne soient pas simplement par l'élection, mais de représentation à travers d'autres filières. Par exemple, les ONG d'environnement, elles ont un rôle aujourd'hui dans des sommets sur le climat. Donc ce qu'on peut appeler progrès de la démocratie au niveau international ou au niveau européen, c'est un progrès qu'il faut comprendre, non pas justement à travers le développement des procédures électorales à un niveau de plus en plus élevé, même si dans certains cas ça existe au niveau du Parlement européen et on pourrait les lire autrement, mais surtout en développant des fonctionnalités démocratiques. Des fonctionnalités de représentation, par exemple, à travers les ONG ou des facultés de représentation à travers ce qu'ont été un certain nombre de forums sociaux. Également, à travers des cours de justice c'était le cas avec le tribunal pénal international, qui a tout de même maintenant, c'est quand même un progrès du respect des droits entre les pays, dans des cas limités évidemment, mais en tout cas ça indique une direction dans laquelle on peut aller. Il peut y avoir une démocratie cosmopolitique, mais cette démocratie cosmopolitique, ce ne sera pas justement le monde comme démos, parce qu'il n'existe évidemment pas. Ou alors à ce moment-là, il est confisqué par les États. C'est parce qu'il y a des fonctionnalités autres qui peuvent être mises en œuvre. Sur les questions sur le populisme, j'ai bien dit que j'essayais de construire un idéal type du populisme. Ce que l'on appelle un idéal type, ça n'est pas ce qui définit toutes les réalités qui peuvent plus ou moins être considérées comme populistes, c'est une proposition intellectuelle qui définit le populisme à partir d'une réponse au dysfonctionnement démocratique. Donc c'est déjà une considération qui prend au sérieux le populisme comme une proposition démocratique. Mais effectivement, ensuite, après, si vous regardez tout un ensemble... D'abord, il y a une différence à faire entre les mouvements et les gouvernements. Mais il va y avoir aucun mouvement ou un gouvernement qui va parfaitement coller à l'idéal type. L'idéal type, en sociologie, c'est justement offrir un certain nombre de points de repère qui vont permettre d'évaluer, de classer des expériences réelles. Et évidemment, entre la Pologne et le Venezuela, il y a beaucoup de différences. On peut dire que le rôle du leader en Europe n'a rien à voir avec le rôle du leader, ce qu'il a été historiquement en Amérique latine, ou même qu'il est aujourd'hui en Russie. En revanche, quand vous parlez de Chantal Mouffe, je crains que vous n'ayez pas complètement compris ce qu'est sa théorie agonistique de la démocratie. Sa théorie agonistique de la démocratie, c'est pas une vision libérale. C'est pas une vision libérale pluraliste, même si elle ne pense pas exactement la même chose qu'Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, lui, il pense vraiment à une vision de restructuration de tous les antagonismes sociaux selon un seul axe horizontal. Chantal Mouffe a gardé davantage, comme vous le savez, Ernesto Laclau est argentin. Ernesto Laclau a été un conseiller direct de Cristina Kirchner. Et donc, il est, lui, très imprégné, très marqué, je dirais, par son origine, par son expérience argentine et par ces références-là aussi. L'histoire de Chantal Mouffe est différente, je la connais très bien parce qu'elle était, dans les années 70, très impliquée dans tous les mouvements autogestionnaires. Donc, sa vision de la politique respire encore, je dirais, cette dimension autogestionnaire. Mais sa vision agonistique, c'est quand même un livre qu'elle a écrit avec Laclau, qui l'a théorisé, qui est quand même justement celui de la vision d'une reconstruction
des antagonismes dans la société selon un seul axe. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de délibération dans la société. Bien sûr, il faut qu'il y ait de la délibération dans la société, mais en même temps, il y a un mode spécifique de constitution de l'agent qu'on appelle le peuple, et là, je ne vois pas de différence entre Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Et dans les deux cas, c'est l'abandon d'un langage de classe. Mais dans le langage de classe, ça ne veut pas dire que les divisions sociales n'existent plus, mais ça veut dire qu'on reconstruit sur un autre mode l'antagonisme social. C'est explicite. Alors chez Laclau, c'est extrêmement fort. Lisez son livre sur la raison populiste et vous verrez que c'est très, très frappant. Et peut-être même que je peux vous conseiller une lecture. Le texte de Laclau, où il résume le mieux sa pensée, c'est un livre qui s'appelle « Sur la démocratie au XXIe siècle ». Il a fait une synthèse excellente de sa pensée dans ce livre. Alors le pouvoir du peuple, mais le peuple, c'est la totalité de la société. Et donc, le peuple ne peut pas être... L'image du peuple ne peut pas simplement être la majorité électorale. Le pouvoir de tous, il faut décliner le pouvoir de tous. Si le pouvoir de tous, il n'est simplement le pouvoir de la majorité, ça n'est pas le pouvoir de tous. Donc, moi, l'idée que j'essayais de développer, c'est que le pouvoir de tous, il devait être appréhendé à partir d'autres définitions du peuple. On peut définir un peuple arithmétique, mais on peut définir aussi un peuple social, on peut définir un peuple moral, on peut définir un peuple juridique. Il y a beaucoup de définitions qu'on peut apporter du peuple. Et je pense que aucune de ces définitions n'épuise l'idée de peuple. Donc pour approcher la réalité peuple, il faut en quelque sorte déconstruire cette notion de peuple et essayer de lui donner comme les différentes facettes qui permettent de lui donner réalité. Et de la même façon, une pure démocratie directe serait totalement impossible, même si on en a techniquement la possibilité. Aujourd'hui, quand on parlait dans les années 70, on disait la démocratie représentative est finie parce que avec l'électronique, on pourra avoir une démocratie vraiment directe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourra avoir tous les soirs à 20h les 10 référendums du jour. Et que, techniquement, il n'y a aucun obstacle pour qu'on publie sur Internet le matin les 10 questions ou à l'avance, une semaine ou un mois à l'avance, et que sur les réseaux sociaux, ça discute et d'avoir les 10 référendums de la journée. Pourquoi ça ne marcherait pas? Eh bien, ça ne marcherait pas parce que des décisions ne sont pas la volonté. La démocratie a pour but de mettre en place la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est-à-dire la construction dans le temps du peuple. Et la construction dans le temps du peuple, ça n'est pas simplement des décisions qui peuvent aller dans tous les sens, c'est le peuple qui se construit comme histoire et comme mouvement. Et donc la démocratie n'est pas une vision sur la décision, c'est une vision sur la construction de la volonté. Et je crois que ça, en termes philosophiques, c'est quelque chose de très important à préciser. Mais gardez bien en tête qu'un idéal type n'a pas pour but de décrire chaque réalité. Un idéal type, il donne une façon de comparer des réalités aussi. Cet idéal type permet de comprendre pourquoi que j'ai donné du populisme, pourquoi aujourd'hui, à cause de la croissance du pouvoir exécutif, eh bien, cette inversion de la démocratie qui va du haut vers le bas, on la retrouve dans des mouvements qu'on ne pourrait pas immédiatement taxer de populisme. Mais de ce point de vue-là, je dirais, la République en marche n'a pas de différence à mes yeux avec la France insoumise. Sur ce point-là, bien sûr, sur bien d'autres points, les différences sont assez considérables. Mais l'avantage d'un idéal type, c'est que justement, il permet de proposer une grille d'interprétation. Et chaque réalité peut être évaluée par rapport à cette grille, et ces réalités, du coup, peuvent être comparées avec des points de comparaison qui sont véritablement stables et repérables. Et je redis, in fine, que le problème, justement, mon problème, n'est pas de porter un jugement moral sur le populisme ou sur la critique du populisme. Il est de montrer comment
il faut considérer le populisme à partir des dysfonctionnements de la démocratie et le considérer comme une réponse aux dysfonctionnements de la démocratie. Donc, je construis au contraire solidement la notion de populisme comme idéal type à distance absolue de toutes les visions, disons, superficielles du populisme, simplement comme style politique ou comme mouvement que l'on peut décrire avec des qualificatifs personnels qui peuvent aller dans tous les sens. Ça n'est pas ça le sujet. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons une crise profonde des démocraties. Et que dans les crises profondes des démocraties, eh bien, on voit apparaître des grandes familles de réponses à cette crise de la démocratie. Et c'est ces familles que j'essaie d'identifier. Il y a une famille que je peux identifier à partir de l'idéal type du populisme, tel que je l'ai défini en tout cas, et une autre famille de réponses qui, elle, est moins formalisée d'ailleurs, qu'on peut définir à partir, je dirais, d'un principe, d'une construction de l'idée de démultiplication des formes démocratiques et des institutions démocratiques. Il y avait aussi la question sur la différence entre le populisme européen et là, il est évident qu'en Amérique latine, la dimension d'incarnation, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte, elle a été historiquement beaucoup plus forte. Alors, là, entre Européens et Latino-Américains, il y aura une petite précision à apporter, c'est que Gaitán, qui est le grand théoricien et la grande figure du populisme colombien dans les années 30, il a été faire sa thèse de doctorat avec un juriste qui était un des principaux amis de Mussolini et il a raconté dans ses mémoires, Gaitán, en détail, comment la vision des meetings et la vision du fascisme avaient compté pour lui. Donc, dans le populisme latino-américain, il y a beaucoup de choses très particulières. Comme vous le savez, Perón est celui qui a favorisé la venue, qui a caché des dignitaires nazis en Argentine pendant la guerre. Donc, le populisme latino-américain, il n'est pas sans liaison avec l'histoire européenne. Et paradoxalement, le populisme, en tout cas ancien, celui de Perón et de Gaitán, il a quand même flirté assez fortement avec les fascismes européens. Ça, c'est un fait établi. Merci. On va prendre une dernière série de questions. Alors, il y a des mains qui se lèvent en haut à gauche. Donc, madame, en rouge. Posez des questions courtes pour qu'on puisse y répondre dans les 5 minutes qui restent. Merci. Bonsoir. Je suis étudiante à l'Institut d'études politiques de Grenoble et en faculté de droit. Ma question est la suivante. Pensez-vous que le jugement majoritaire soit un mode de réflexion, une piste de réflexion viable pour le renouvellement démocratique? Merci. Merci. D'autres questions? Monsieur, ici? Oui, au centre. Bonsoir, Ricardo Salas Rivera, doctorant à la faculté de droit de Grenoble. Je m'intéresse au droit électoral, donc à la structuration du droit électoral, notamment son appréhension par les juges. Ma question sera très courte et très simple. Connaissez-vous la théorie qui est portée et défendue par le professeur Dominique Rousseau, qu'il a notamment développée dans son livre publié en 2015, je crois, « Radicaliser la démocratie », où il définit, il théorise ce qu'il appelle la démocratie continue, ce qui ressemble beaucoup à ce que vous avez proposé au cours de votre conférence, notamment proposer des alternatives entre deux temps électoraux pour que les citoyens fassent vivre la démocratie de façon continue. Je vous remercie. Merci. Et puis, je vais user de ce dernier pouvoir discrétionnaire puisqu'il y a beaucoup de mes étudiantes en haut à gauche qui veulent encore prendre la parole. Madame en jaune ou vous, comme vous voulez. Bonjour, je m'appelle Clotilde, je ne suis pas doctorante, je suis étudiante en master à Sciences Po Grenoble. Et je sais que vous avez répondu en partie à ma question, mais je voudrais revenir sur la question du peuple. Vous avez dit, pour que les démocraties fonctionnent, il faut construire des réalités qui soient malléables, des fictions acceptées, sinon acceptables. Mais alors, si le moment presque sacralisé du jour d'élection ne suffit plus
à montrer de façon concrète ce qu'est un peuple, c'est-à-dire le moment où il s'exprime. Est-ce que ça veut dire que le peuple n'existe pas ou qu'il n'est qu'une fiction? Vous avez dit que le peuple était une notion à déconstruire. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'idée d'un peuple? Et sinon, pour vous, qu'est-ce qui fait un peuple? Merci beaucoup. Bon, d'abord, je réponds à la question sur Dominique Rousseau. C'est moi qui étais l'éditeur du livre. Donc, c'est moi qui ai sollicité Dominique Rousseau pour qu'il fasse ce livre. Et j'ai depuis longtemps réfléchi avec lui. Et effectivement, la façon que nous avons de réfléchir à la démocratie est très parallèle. Lui, il a surtout mis l'accent sur cette idée de démocratie continue. C'est une expression qu'il avait d'ailleurs employée bien avant 2015, dès la fin des années 1990. La distinction entre nous, c'est que moi j'essaie si je puis dire, je développe cette idée sur différents plans. Lui, l'idée de démocratie continue, il la développe principalement dans l'ordre délibératif, alors que j'essaie de la développer sur les trois différentes scènes de la représentation, de la construction de la légitimité et de la construction de l'intérêt général. C'est ça qui fait la différence, mais je le connais très bien, j'ai fait beaucoup de débats avec lui et c'est pour ça que j'ai publié ce livre de lui. Sur le jour d'élection, le peuple, ce qu'on voit tout de même, c'est que rapporté même au corps électoral potentiel, maintenant les élus sont des élus avec 30% des voix. C'est quand même une réalité, donc c'est une réalité arithmétique. Donc, on ne peut pas dire pour cela que l'élection est incontournable parce que elle a une dimension, elle a ce qu'on appelle un pouvoir du dernier mot. Je pense que les élections, malgré leurs limites, elles ont cette force que c'est le pouvoir du dernier mot, parce qu'il y a une vérité arithmétique de l'élection. Donc, il faut bien choisir, in fine, il faut quand même choisir. Et donc, l'élection, elle permet ce choix. Mais sa capacité d'exprimer justement, et en tout cas de donner corps à l'idée de peuple, elle est évidemment très insatisfaisante. C'est pour cela que, il y a même, on peut dire que l'élection, le phénomène électoral, peu à peu, a comprimé l'idée de peuple. Si je vois, par exemple, pendant la Révolution française, ou au début du XIXe siècle, on considérait comme étant un droit constitutionnel la possibilité de faire des pétitions. Et qu'est-ce qu'on appelle un droit constitutionnel? Cela veut dire que lorsque des citoyens pétitionnent, le Parlement doit leur répondre. Si vous regardez les débats parlementaires au XIXe siècle, et pendant la Révolution française, les citoyens avaient le droit de venir en délégation à l'Assemblée. Si vous regardez les comptes rendus parlementaires, il y avait des fois pendant 3-4 heures des délégations qui venaient et qui apportaient leur avis. Vous avez des pétitions qui étaient officiellement discutées au Parlement, si vous regardez toute la restauration de la monarchie de Juillet. Et quand il y a eu le suffrage universel, certains ont dit, puisque maintenant le peuple élit ses représentants, il n'a plus besoin de pétitionner. Et donc il y a eu un effet de compression démocratique. De même, avant, toute une partie des mouvements sociaux, toute une partie du mouvement ouvrier, avant d'avoir le suffrage universel, ils prenaient la parole. Non seulement ils faisaient des pétitions, mais au-delà des pétitions, ils produisaient des enquêtes sur la réalité ouvrière. Il y avait aussi des poètes ouvriers. Il y a même Eugène Sue qui avait cette formule célèbre. Les ouvriers n'ont pas encore la représentation politique, mais ils ont déjà la représentation poétique. Eh bien, le problème du suffrage universel, c'est que cette espèce de diversité, en quelque sorte, des voix démocratiques a été comprimée. À tel point même que les républicains ont limité le droit de réunion et le droit de manifestation dans la rue, en disant, puisque maintenant le peuple s'exprime à travers les élections, c'est pas la peine que des minorités aillent s'exprimer dans les rues. Donc vous voyez qu'il y a eu cette tendance à comprimer l'idée de peuple
à la réduire à l'idée de peuple électoral. Alors que le peuple, il est aussi le peuple parlant, le peuple écrivant, le peuple manifestant, le peuple pétitionnant. Il y a toute une richesse, je dirais, qui a existé historiquement, qui a été comprimée dans l'idée électorale. Donc faire de l'élection le juge suprême et l'expression suprême du peuple, c'est un grand problème. Si vous regardez bien des sociétés, moi j'ai fait avec Marcel Détienne, qui est un grand helléniste, on a fait un livre qui s'appelle « Qui veut prendre la parole ?», qui essaye de regarder dans des sociétés anciennes, aussi bien des sociétés africaines comme les autres cholos, aussi bien des groupes japonais, des groupes de guerriers dans le Caucase, de montrer qu'en dehors de la vie démocratique classique, il y avait des pratiques de la délibération, il y avait des pratiques de partage égalitaire, il y avait des pratiques de décision collective. Et donc, un peu l'esprit de cette vision de la démocratie que j'ai, c'est de décomprimer l'idée démocratique, qui était comprimée et réduite par l'élection. L'élection, je le redis, est le juge de paix final, ça met un point final à tous les débats, mais il faut faire revivre et développer toutes ces modalités d'existence du peuple, car le peuple, il est abstrait, la seule chose qui est concrète, c'est les modalités d'expression. Et donc, il faut démultiplier ces modalités d'expression sous des formes institutionnelles ou sous des formes que j'ai appelées de représentation narrative, mais c'est ça qui est, à mon sens, essentiel. Le jugement majoritaire, ce serait très long d'en discuter, mais je dis que c'est une bonne idée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va continuer à discuter de cette question de la démocratie demain dans le cadre du séminaire Tempo, temporalité et politique, qui se tiendra à partir de 9h à Sciences Po Grenoble en amphi C. Donc vous y êtes tous et toutes conviés, et je tiens évidemment à remercier encore une fois chaleureusement Pierre Rosanvallon pour cette conférence, et à vous remercier aussi pour la qualité de ce débat. Merci beaucoup.